quand on a été victime de quelque chose, Ouais. c'est important de nommer. Parce que c'est justement aussi quand on nomme l'injustice dont on a été victime qu'on peut la processer, littéralement, hein, dans le psychisme, on sait que comme ça, et ensuite la dépasser. I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne, dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Me revoici avec mon amie Cassandre Surinon. Dans cette deuxième partie d'épisode, nous parlons des blessures causées par le racisme dans notre psyché et nous parlons aussi des traumatismes historiques que représentent la colonisation et la traite négrière en considérant leur impact jusqu'aujourd'hui sur beaucoup de personnes. Alors vous entendrez parler de micro-agressions, de victimisation, de la condition noire, de vulnérabilité et surtout des étapes vers la guérison sur les plans individuels et collectifs. Nous terminons l'épisode en partageant des clés pour accompagner les enfants racisés vis-à-vis de l'expérience du racisme qu'ils feront malheureusement un jour ou l'autre. C'est une conversation intense, alors si la traite négrière, la colonisation sont des sujets très sensibles ou même un peu sensibles pour vous, peut-être n'est-ce pas le bon épisode à écouter là tout de suite. Tout au long de la conversation, vous entendrez Cassandre partager beaucoup de citations, des chiffres, etc. avec leurs sources. Alors prenez un carnet de notes pour écouter cet épisode. Sans plus tarder, très bonne écoute. J'enchaîne sur la suite. Donc on a parlé de trauma historique et de ce que ça génère aujourd'hui. Super intéressant. Moi j'ai une question. Quelqu'un, on va dire, un petit enfant dont les parents émigraient en France, un petit Congolais. J'aime bien les Congolais. Grandit dans un patelin où ils sont 3 ou 4 dans son école, dans son collège, dans son lycée, subit certaines choses. C'est quoi l'effet quand on a vécu du racisme depuis l'enfance? Je veux dire de l'enfance à la tombe, mais toute sa vie. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme effet sur la santé mentale en fait? Alors ça a des énormes effets. Encore une fois, ce qui est triste, les données, elles sont aux États-Unis. Pas parce qu'on a pas les mêmes choses, mais parce qu'en France c'est très compliqué de faire ces recherches-là. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire ma thèse. On m'a dit que c'était une thèse islamo-gauchiste. Voilà, je vois pas d'où je parle d'islam et je vois pas d'où je parle de la gauche, même si je comprends pourquoi on dit ça, mais en vrai, factuellement, ce n'est pas vrai. Mais bon, passons. Et donc, il y a une vraie difficulté, mais il y a vraiment un changement ces dernières années parce qu'il y a de plus en plus justement de chercheurs racisés qui se battent pour pouvoir apporter ces sujets-là. Et puis plus on sera, plus ça emmènera, etc. Donc, il y a une première... ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va venir. Il va y avoir des données, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de... Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. En revanche, il y a énormément de données aux États-Unis. Et pareil, c'est pour ça que je voulais aussi donner cette information sur la proportion, parce que souvent, un peu, c'est... Oui, mais aux États-Unis, c'est pas pareil. Faut pas ramener l'Amérique en France. Voilà. Mais bien sûr qu'on peut pas tout prendre et bien sûr qu'il faudrait apporter des nuances, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, en tout cas pour faire réfléchir. Et justement, les données montrent que les microagressions vécues de manière répétitive, ça peut entraîner énormément un stress en fait chronique, qui provoque des troubles physiologiques, alors des maladies cardiovasculaires, de la tension, etc. Et ça a été vraiment bien documenté. Et les liens que vous avez faits ont pu être faits notamment aux États-Unis. Et en lien avec les microagressions racistes et quotidiennes. Define. Microagression. Alors, microagression, c'est toutes les petites agressions, les petits commentaires du quotidien qui sont pas assez gros pour qu'on puisse... On les relève. Pas qu'on les relève parce qu'elles nous font du mal, hein, on en vit, mais qu'on pourrait pas les porter plainte, en fait. C'est pour ça qu'il y a le côté microagression. Mais ça va être, par exemple, bon, en tout cas, moi, je l'ai déjà vécu, donc peut-être tu as déjà vécu, on va mettre une musique, ah, bah, c'est pour toi. Généralement, qui n'a rien à voir avec toi. Tout à fait. Moi, on mettait Saga Africa, par exemple, voilà.
Et du coup, bah ça c'est une microagression. Tu peux pas aller porter plainte parce que voilà. Et en même temps, tu sais très bien que ça s'inscrit dans un imaginaire raciste collectif. Et alors là, je vais citer une amie, peut-être si elle écoutera de podcast, pareil comme toi, elle se reconnaîtra. Mais moi, j'avais trouvé ça génial ce qu'elle m'avait dit à un moment parce qu'elle m'avait dit. Bah souvent ces microagressions quand tu les relèves, on va te dire ça va, c'est une blague. On va minimiser. Ce que je disais tout à l'heure, il y a la violence symbolique. On va te dire que c'est rien. Et en fait, elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit, mais quand les gens me disent ça, j'ai envie de leur dire, mais même moi, je sais que c'est raciste parce que même moi, je l'ai pensé. Parce qu'on a tellement introjecté ces discours déshumanisants, minimisant les qualités humaines de la personne noire, qu'en fait, on sait très bien en fait ce que pensent les gens. Et comme elle dit, malheureusement, on l'a vécu. On est aussi passé par ces processus. Quand tu grandis en tant qu'enfant noir, se construire, c'est dur. Parce qu'en fait, la société, l'imaginaire collectif te renvoie que des images dévalorisantes de toi-même. Globalement. Et donc, du coup, je suis assez d'accord. Et ça m'avait beaucoup marqué ce qu'elle m'avait dit. Parce que je dis, mais c'est très vrai. En fait, on sait très bien que c'est raciste. Parce qu'on sait très bien la logique derrière. Et ça me fait penser à Fanon qui parlait des Antillais et qui disait, l'Antillais a l'inconscient d'un Européen. Parce qu'on a été tellement baignés qu'on sait, en fait. Ah oui. Comment pense. Absolument. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était cette petite image. Donc les microagressions, on sait les repérer parce qu'on sait très bien que même si sous couvert on rigole, on sait très bien l'association qu'il y a derrière. C'est pareil, c'est par exemple une microagression. Moi, ça m'avait beaucoup marqué et personne n'a rien dit sur le plateau quand Nicolas Sarkozy avait parlé du fait que le titre d'Agatha Christie a été changé. C'est les 10 petits nègres. Oui, tout à fait. Qui est devenu je sais plus Ils étaient 10. Ils étaient 10, voilà. Alors, pour la petite histoire aussi, pour la culture, comme ça on donne des faits, c'était le titre original. Oh, ok. C'est l'éditeur qui avait changé pour 10 petits nègres. Mais non. Si. Et d'ailleurs, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant parce que Sarkozy se plaignait de ça. Mais c'est le petit-fils d'Agatha Christie qui a demandé à reprendre le titre original en disant c'est blessant pour des communautés, en fait. Voilà. Mais bon. Donc, pour la petite histoire, c'était même pas le vrai titre. Donc, c'est pas comme si on avait dénaturé le travail d'Agatha Christie. Mais bref. Et en fait, donc Nicolas Sarkozy a dit non, mais on peut. C'était le quotidien, je crois, avec Yann Barthès. Et il dit on peut plus rien dire. Bientôt, on pourra plus dire les 10 petits singes. Et je me suis dit personne sur le plateau a relevé. Et là, c'est typiquement une microagression parce qu'on sait très bien l'association qui s'est faite dans son cerveau. Absolument, c'était gros comme une. Et en même temps, il pourrait dire ben non, j'ai dit ça comme j'aurais pu dire les 10 petits chats ou les 10 petits kangourous. Mais non, il a dit les 10 petits singes. Bref. Allez voir cette séquence, elle est marrante. Personne ne dit rien sur le plateau. Ouais. Ça passe comme une. Il y a personne de racisé sur le plateau à ce moment-là, mais bon. Ok, donc grandir en petit enfant noir ou même pas noir. Oui, racisé, franchement. Voilà. Les personnes arabes et asiatiques, elles en entendent aussi. Oui, clairement. Et ouais, par les temps qui courent. D'autant plus. Enfin, bon, ça s'est jamais arrêté, en fait. J'ai envie de dire. Mais c'est ça, c'est toute une continuité. On a eu la France de 98 pendant 3 mois. Et puis après, c'est reparti. Mais oui, non, ça a un impact sur l'estime de soi. Sur, en fait, donc les études montrent l'estime de soi. Donc ça provoque aussi des maladies en lien avec le stress chronique que ça provoque. Ça aussi en fait c'est tout ce que l'estime de soi, ça a aussi toutes les conséquences, le décrochage scolaire, l'impuissance acquise. L'être persuadé qu'on n'est pas capable de faire quelque chose et tout ça en fait c'est pareil, c'est très on pourra donner des références mais c'est très bien documenté, assez triste. Et en fait ça s'appelle aussi la menace du stéréotype. En fait, on vit avec une épée de Damoclès sur la tête et on a tout le temps peur de confirmer le stéréotype. Et en fait, moi j'aime bien. Alors souvent, pareil, j'ai des personnes qui m'ont dit oui, mais moi, regarde Cassandre, d'être justement noire, ça m'a donné une force parce que je voulais prouver que j'étais intelligent. Ça, j'ai déjà entendu. Et donc du coup, j'ai énormément performé. Voilà, j'ai performé. Sauf que moi, je dis souvent, ok, c'est génial quand on est très intelligent. Mais quand on est dans la moyenne et que on n'arrive pas trop, et au lieu de se dire je vais leur prouver, on se dit quoi ? Ils ont raison. Les noirs. Et moi, malheureusement, ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ma clinique. Alors il m'appelait Madame Surinon. Ça, à ce moment-là, moi ça me déchire le cœur quand j'entends
Madame Surinon, mais en vrai, les Noirs, on est quand même pas très intelligents. J'ai déjà entendu plus d'une fois, ouais. Ou en vrai, Madame Surinon, on est un peu violent et sauvage. Ça, j'ai aussi mot texto que j'ai entendu, et des personnes noires. Et donc il y a une vraie introjection en fait de ces images dévalorisantes. Et c'est pour ça que je citais mon amie, parce qu'en fait, ce qu'elle disait, c'est que on fait tous un travail. C'est pour ça que moi j'aime bien. On avait aussi parlé tout à l'heure de parler de la condition noire. C'est-à-dire que même, bien évidemment, être noir, ça veut rien dire. On est d'accord. La preuve, il y a toutes les teintes, etc. Finalement, c'est une construction. En revanche, il y a une condition noire. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des expériences communes que toute personne noire et plus globalement racisée a déjà vécues en vivant dans un milieu majoritairement blanc, en fait. Et c'est ça aussi qui fait que on a justement vécu ces micro-agressions, qui sont pas du racisme pur et dur comme certains diraient, mais en même temps où on sait que ça s'inscrit, en fait, inconsciemment et instinctivement, on sait que ça s'inscrit dans une histoire qui nous dépasse et qui divise la société en deux types d'humanité, les blancs et les non blancs. Ceux qui comptent et ceux qui comptent pas. Les corps qui comptent et les corps qui comptent pas. Et avec cette croyance que du coup, la personne blanche est la norme. Et qui fait énormément de mal, parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui comment elle s'est transformée, la suprématie blanche, parce que dans les textes de sociologie on reparle, parce que pendant longtemps justement c'était mais non, la suprématie blanche c'est les Américains avec leur drapeau et les États du Sud, et en fait et justement la suprématie blanche a été théorisée parce qu'elle s'est transformée, et aujourd'hui la suprématie blanche c'est juste dire être blanc c'est la norme. Et en fait à partir du moment qu'on intègre ça, c'est ça qui fait beaucoup de mal. Alors, je disais, par exemple, dans ma recherche, une des étudiantes, j'ai trouvé ça d'une violence. Donc, c'est encore une Guadeloupéenne, une jeune étudiante, et qui me dit à un moment, elle me raconte comment c'est violent de se faire recaler dans un restaurant, parce que c'est déjà faire caler en Guadeloupe, je dois le dire. Et elle, alors attends, là, moi, c'était violent, hein, parfois. Et là, elle dit, parce que on se fait recaler parce qu'on n'est pas neutre. Comment ça, on n'est pas neutre? Ouais, et en fait, ce qu'elle appelait neutre, c'était être blanc. Donc, elle a introjecté, même en étant guadeloupéenne, dans un environnement majoritairement noir, que la norme et la neutralité, c'est d'être blanc. Et c'est ça qu'on nous fait, et ça, c'est ça la nouvelle suprématie blanche. C'est pas dire que les blancs sont supérieurs, c'est justement juste dire, ils sont la norme. C'est la norme, ouais. Vers laquelle il faut tendre. Et ça me fait penser à la notion de racisme intériorisé. Ça, c'est un truc qui existe, on est d'accord. C'est pas une image de l'esprit. Non. C'est, et ça existe et on n'en est pas toujours conscient. Non. Absolument pas. Je pense qu'on n'en est pas toujours conscient. Mais, tu vois, dans ce que tu disais, le fait de grandir en tant qu'enfant racisé ici ou dans d'autres pays on va dire, du Nord, de l'Occident, plus le temps passe, et plus moi je milite pour que si les familles ont les moyens, qu'ils envoient leurs enfants dans des pays où ils sont à la majorité, régulièrement. Pas parce que, vivre ici, enfin, ce que ça fait justement s'écarter de la norme, quand bien même, on a quelques starlettes, célébrités qui nous ressemblent, quelques-unes, c'est quand même pas la majorité. Et puis c'est pas des normes. Ouais. En fait, c'est les exceptions qui ont réussi. C'est exactement ça. Et je sais plus son nom, mais il y avait eu un reportage, ça s'appelait Les Noirs en France, qui avait été, voilà. Ouais, et il y avait un super débat. Non, je dis un super, c'était horrible. Mais le journaliste, on parlait tout à l'heure de la victimisation. Le journaliste a commencé, le seul. Non, ils étaient deux. Il y avait Marie-Rose Moreau et lui sur le plateau. Mais le journaliste qui a commencé en disant, ça fait plaisir dans ce reportage parce que les personnes âgées ne se victimisent pas. Donc j'ai dit, ok, la première chose qu'on dit, c'est bien, les Noirs ne sont pas victimisés. Enfin, waouh. Ouais, on commence bien. Ouais. Il y avait des gens très intéressants sur ce plateau, et notamment une dame qui était interrogée aussi dans le reportage et qui était une haute fonctionnaire de l'État. Oui, je me souviens, ouais. Une femme sublime et d'une intelligence incroyable. Et elle avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, donc je veux pas dire que ça vient de moi, parce que ça vient d'elle. Très bien. Mais j'ai beaucoup utilisé, moi aussi dans ma réflexion maintenant, c'est qu'à un moment elle explique, et
alors ça s'est confirmé parce qu'on pareil par des travaux états-uniens, mais en fait, elle explique que c'est pas des exceptions qu'il faut. Parce que quand on voit un Omar Sy, il y en a combien de Omar Sy? Donc l'enfant, ça lui paraît inaccessible. Absolument. La star, etc. Elle dit en fait, faut qu'il y ait des représentations dans son quotidien. Ouais. Des maîtresses, des médecins, des commerçants. En fait, il faut que ce soit dans son quotidien. Parce que si c'est à la télé, à quel moment on se dit qu'on va devenir Michael Jackson? Donc Michael Jackson c'est un peu particulier comme exemple, mais à quel moment change vite, ouais. Qui je peux citer là, du coup j'ai un blanc. Denzel Washington, très bien. Ou son fils, j'aime beaucoup son fils John. Oui. Et du coup ils sont inaccessibles. En fait, désolé, mais je pense que ni toi ni moi nous allons rencontrer Denzel Washington un jour. Hélas. Mais peut-être. Hein. Mais voilà. Et du coup, en fait. Quand c'est trop loin, quand c'est des figures exceptionnelles, ça n'aide pas. Pareil, même si c'est peut-être plus proche de nous, mais Teddy Riner. On est sur quelqu'un qui dépasse gigantesque, qui dépasse les capacités humaines normales. Tout à fait. D'ailleurs, il n'est pas dans la norme. Tout à donc fait. Voilà. Et donc du coup, comme il est exceptionnel, extraordinaire, et du coup, ça aide pas. Parce que si moi je me dis je suis pas très forte en sport, à l'école j'ai des notes mais moyenne lambda, 12, ouais. En fait ça va pas. Alors que par contre, si dans mes profs il y en a plusieurs qui sont racisés, là ça me paraît des choses valorisantes, accessibles, atteignables. Ouais. Voilà. Sinon j'abandonne. Et j'ai une amie qui nous écoute et qui me disait, elle habite dans une autre ville en France, elle me disait, Josiane, le pharmacien est noir. Ouais. Je suis rentrée à la maison chercher les enfants. Ouais, bien sûr. Parce que je veux qu'ils voient que, il y a un monsieur qui est dans la grande pharmacie, qui est comme eux. Mais bien sûr. J'ai trouvé ça incroyable. Et après, moi, je mesure un peu, entre guillemets, ma part de privilège là-dedans. D'avoir grandi dans des cercles où, globalement, j'ai tout vu. En termes de réussite, etc. Et des gens qui étaient des amis de mes parents ou les amis de mes frères et sœurs. Donc, je pouvais me projeter. Et j'ai pu me projeter dans beaucoup de choses. Ça, c'est chouette, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Non. Et quand on est enfant d'immigrés, qu'on rentre pas souvent dans le pays d'origine ou dans d'autres pays semblables, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Non, oui, il faut aussi, c'est possible, envoyer pour qu'ils ne soient pas tout le temps, qu'ils vivent pas constamment un sentiment d'être une minorité, voir qu'on peut être entre guillemets, même si j'aime pas cette notion de norme, mais quelque part un peu dans la norme autre part, ça permet d'avoir plus de perspective, plus de recul et de plus mettre les choses en relief. Et donc oui. Après, ça peut se faire aussi, c'est-à-dire que emmener, si jamais on peut pas partir, ça peut être emmener, même si ça les intéresse pas trop au début, mais les emmener voir des conférences, des choses comme ça qui sont faites par des chercheurs ou des théoriciens, enfin qu'importe, etc. sur des sujets. Comme je dis, peut-être que ça les intéressera pas trop ados, mais par contre ce sera des images qui restent de leur faire comprendre, parce que c'est juste ça, que tout est possible. Et que c'est pas qu'ils doivent pas se limiter et qu'ils ont pas mais parfois c'est dur parce que malheureusement même les parents pensent que leur enfant est limité. Moi j'ai déjà aussi entendu des parents dire littéralement t'es noir, tu pourras pas, rêve pas quoi. Ouais, c'est un petit peu enfin je l'ai pas entendu directement, on me l'a rapporté, mais je sais que c'est un peu violent aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur la notion de charge raciale, parce que en fait, tout à l'heure, tu as parlé d'effet de Damoclès et le fait de, je vis de sorte à pas vouloir confirmer certains stéréotypes, mais rien que le fait de devoir vivre en fonction de ça, pour moi, c'est un peu en lien avec ça. Enfin, est-ce que tu Alors, l'épée de Damoclès, le vrai terme théorique dans les recherches, c'est la menace du stéréotype. Mais du coup, la charge raciale, c'est encore autre chose. Okay. Et pour moi, c'est plus, ça dépend du milieu. Et en fait, c'est quand on est dans un milieu où on est minoritaire, d'ailleurs. On en revient à ça. Alors que la menace du stéréotype, on peut être dans un milieu extrêmement, qui nous ressemble beaucoup. Voilà, qui nous ressemble, et quand même avoir cette menace, malheureusement. Alors que la charge raciale, c'est beaucoup plus quand on évolue dans des milieux où on est en minorité. Et justement, on doit porter le poids de toute la communauté. On doit aussi porter le poids de l'éducation. Enfin, c'est qu'on se retrouve à devoir représenter tout le monde, mais dans un milieu minoritaire. C'est-à-dire, alors que dans la menace, c'est pas exactement la même chose. La menace du stéréotype, c'est moi-même j'ai peur
de voir en fait que je vais être les projections que la société a sur moi, je vais les être. Ah, ok. Ok. Oui, alors que la charge raciale, c'est je vais devoir, parce qu'en fait c'est justement une position déjà privilégiée. Je vais devoir prouver que c'est pas vrai. C'est pas, alors c'est subtil, mais est-ce que j'ai bien expliqué? Sinon je réexplique. Donne des exemples concrets. Par exemple, la menace du stéréotype, c'est je vais à si j'ai une mauvaise note à mon contrôle. Ok, c'est bien la preuve qu'en fait parce que je suis noire, je suis bête et que je suis pas capable. Donc en fait, tout ce qu'on dit sur les noirs, c'est vrai. Donc en fait, moi-même, je confirme le stéréotype et c'est extrêmement violent, etc. La charge raciale, c'est moi j'ai compris que c'est pas vrai. Ouais. Mais je dois le prouver pour toute ma communauté. Ok. En fait, il y a la notion de porter pour l'ensemble de la communauté quand la menace du stéréotype, c'est plus individuel. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, c'est beaucoup. Et du coup, un exemple de charge raciale, c'est par exemple, on pense que les noirs sont que des sportifs. Et ça, j'ai déjà entendu. Je vais beaucoup insister sur le fait que je suis pas sportif. D'accord. Et du coup, je veux montrer à l'autre que du coup tous les stéréotypes, ça revient aux stéréotypes mais qui sont faux. Mais du coup, je porte ce poids pour les autres et je veux prouver aux autres. Okay. Quand la menace du stéréotype, c'est moi qui ai peur de confirmer pour moi-même. En fait, c'est vraiment okay. Voilà, là c'est plus clair. Je suis un peu fatiguée, j'essaie de bien expliquer. Pas de problème. Mais bon, dans tous les cas, les deux ça pèse dans la tête quoi. Ah, mais bien sûr. Et dans le corps. Mais c'est pour ça qu'on parle avec de la charge raciale et de la menace du stéréotype qui sont deux choses qu'on doit porter. Ouais. Mais du coup, comment on fait si on a envie d'aller mieux? Parce que bon, on a parlé de beaucoup de choses assez sombres, avec le sourire, mais des choses quand même assez sombres jusque-là. Mais dans l'optique de finir sur une note positive, entre guillemets positive, qu'est-ce que, en tant qu'individu, peut-être aussi en tant que communauté racisée, quelles sont les petites choses qu'on peut mettre en place, que ce soit pour essayer de guérir ou en tout cas aller mieux dans notre santé mentale, dans son lien avec le racisme qu'on subit. Oui, parce qu'après, même si, encore une fois, vu qu'on n'essentialise pas, même si on est noir, donc on a le problème du racisme, on a aussi plein d'autres problèmes. Voilà. Parce qu'on est quand même des humains, et donc on a plein de problèmes. Exactement. Parce que l'humain est complexe. On s'engueule avec sa femme. C'est ça. On a d'autres problèmes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être aussi pour les enfants en mode préventif? Ouais. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, en parler, s'autoriser à en parler, parce que c'est justement les discours, oui, il faut pas se victimiser, etc. Ils font beaucoup de mal. Quand on a été victime de quelque chose, c'est important de nommer, parce que c'est justement aussi quand on nomme l'injustice dont on a été victime qu'on peut la processer. Littéralement, dans le psychisme, on sait comme ça, et ensuite la dépasser. Comme on l'a tous vécu, quand quelque chose nous affecte, on a besoin d'en parler, puis à un moment, même après, parfois on s'étonne, quelqu'un nous redemande un mois plus tard, et on dit ah oui, en fait, c'est passé. Mais parce que on a pu le parler, le digérer, donc voilà. Donc en fait, déjà s'autoriser à en parler, ne pas penser que c'est se victimiser quand on a été victime de quelque chose. En fait, on ne parle pas de victimisation. Le principe de victimisation, c'est quand on n'a pas été victime. Mais quand on a été victime, c'est pas se victimiser de nommer ce dont on a été victime. Donc, s'autoriser à nommer ce dont on a été victime, mais aussi ce que nos ancêtres, nos communautés ont, c'est faire ce travail de deuil, en fait. S'autoriser à faire ce travail de deuil. Donc, ça veut dire aussi s'autoriser à ressentir de la colère, de la tristesse. C'est pas très agréable. Je le sais. Mais en même temps, il faut faire face à ces émotions pour les dépasser, pour qu'elles nous, parce qu'une émotion qui est étouffée, elle trouvera d'autres moyens pour s'exprimer et malheureusement pas toujours bien. Moi je donne toujours l'exemple tout bête, t'es très en colère, on s'est tous déjà dit sois pas énervé. on étouffe, puis en fait cette petite colère, si elle avait été sortie sur le moment, ça aurait pas pris des proportions énormes, et en fait ça explose et surtout quelqu'un d'autre. Ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle. C'est l'émotion qui prend le dessus. Et en fait, c'est toujours ce qui se passe quand ça on le sait en psychologie, les études le montrent, etc. Une émotion étouffée va ressurgir en 10 fois pire. Donc, accepter de la ressentir, même si c'est pas très agréable. Et ça fait écho à ce qu'on disait aussi sur le bien-être, c'est on peut pas les bien tous les jours. Et en fait, en plus, nous, en tant que communauté noire, on a vécu des choses difficiles, donc on vit des choses difficiles. Alors déjà que la vie n'est facile pour personne,
Mais en plus, avec tout ce qu'on a évoqué, on a des difficultés en plus. Faut le nier. Encore une fois, c'est pas de victimité, c'est une réalité. Tout à fait. Et donc, du coup, accepter ça, parler de ça. Et puis, quand on accepte ça, en plus, ça nous donne... moi, je rappelle toujours que, notamment, la colère, c'est une émotion ultra utile pour avoir la force. La colère, elle permet de dire stop. Et de poser des limites. C'est l'émotion qui permet de poser ses limites, la colère. C'est parce que quelqu'un nous agace qu'on dit en fait stop. Et en fait, en plus, moi, j'ai beaucoup lu sur la colère parce que justement, je pense que c'est un des fléaux. On s'interdit beaucoup la colère et ça nous fait beaucoup de mal. Et donc, j'ai beaucoup lu sur la colère. Et en fait, donc c'est une émotion extrêmement utile qui permet de poser ses limites. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est que la colère, c'est une émotion très relationnelle. Comment ça ? Et c'est-à-dire que parce qu'en fait, quand on est en colère, on oblige l'autre à se positionner. Et je trouve ça, quand j'ai marqué ça, et donc du coup, je pense que c'est quand on vit du racisme, quand on vit des agressions, etc., de dire, en fait, t'avais pas à me faire ça, et c'est pas ok de me faire ça. Et ben en fait, c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que ça positionne l'autre soi. Et heureusement, il y a quand même parfois des personnes qui sont capables de dire, effectivement, je me rends compte, désolé, enfin voilà, c'était mal dit, c'était maladroit, etc. Ou inversement. Là, comme on l'a dit, double violence symbolique et tout. Mais quand on comprend enfin que notre colère, elle est légitime et qu'on s'interdit plus de la ressentir, et ben là, quand il fait ça, on arrive à se séparer de l'autre qui nous fait du mal, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle est extrêmement importante parce que la colère, quand on l'écoute, elle est très bonne conseillère et parce qu'elle oblige l'autre à se positionner. Et ensuite, on peut prendre les actions à c'est prendre. C'est ça, on prend acte et puis voilà. Donc s'autoriser ses émotions, aussi la tristesse. Bon, la tristesse, quand on en va par la tristesse, faut la laisser venir, et puis surtout, je pense commencer à se soutenir beaucoup dans la communauté. C'est-à-dire en parler. C'est aussi moi ça que je cherche à faire dans ce travail, c'est aussi se dire OK, c'est légitime d'être triste, c'est légitime d'être en colère. Et en fait, on est beaucoup triste et en colère, voyons ce qu'on fait ensemble, justement, de cette tristesse et cette colère qu'on partage. Et c'est un peu comme je dis quand on a un enterrement. Paradoxalement, ça fait du bien de pleurer avec ceux qui ont qui ont perdu la même personne. Mais c'est un petit peu ce truc pour pas rester seul avec ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en tant que communauté, en tant qu'individuellement, s'autoriser la colère. Mais à l'échelle, en fait, globalement, je dirais s'autoriser les émotions à l'échelle individuelle et collective. Mais aussi, je pensais que les Noirs, c'était des émotionnels, enfin bon. Et s'autoriser les émotions, mais aussi positives. On a le droit aussi d'être très de bonne humeur, de se dire aussi qu'on est des survivants, parce que ça, c'est cool quand même, malgré tout ça, on a survécu. C'est ça, et qu'il y a des gens dans nos lignées qui se sont battus pour qu'on soit en vie. Hein. C'est ça, et notre force, c'est pas une fausse force où on fait genre qu'on ressent rien et que rien ne nous fait rien. C'est une vraie force. Et la vraie force, pour moi, c'est justement pouvoir, comme je disais au tout début, traverser tous ces états. La colère, la tristesse, et pouvoir vivre avec sans que ça nous détruise. Et c'est ça la vraie force, c'est pas ne rien ressentir. Et la vraie force, c'est d'accepter qu'il y a des jours où on est à 10%, qu'il y a des jours où on est triste, etc. Et je trouve que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour les personnes noires, enfin en tout cas racialisées comme noires, parce que justement la société, et ça c'est une grande partie sur la thèse, a énormément construit le mythe du noir fort et qui ressent rien. Oui. Il y a vraiment eu des études scientifiques qui ont prouvé ça. Je sais pas comment elles ont prouvé ça, du coup, mais voilà, elles ont prouvé ça du coup, c'est au 19e siècle, fin 19e, début 20e. Et donc, j'en cite plein dans la thèse, il y a plein de preuves, je mets des guillemets, vous ne voyez pas. À partir du moment où on abuse des Amérindiens, ils sont faibles, ils font pas les travaux des champs, et on se tourne de l'autre côté. Et on en importe en masse parce que eux ils résistent, ils savent faire face à certaines maladies. Il y avait des morts à l'appel. À l'appel, tout à fait. À l'appel, Espérance de vie, j'ai appris 3-4 ans. Ouais, dans les champs de canne à sucre notamment, c'était très 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 dur en fait. Ouais. Bref. Après il y a justement les estimations vont jusqu'à 10-15 ans, mais ça c'est parce qu'il y avait après ceux qui étaient les domestiques. Donc eux ils augmentaient les valeurs. Forcément, mais dans les champs, les moulins, etc., l'espérance de vie était 3-4 ans. C'est ouf. Donc et beaucoup mouraient dans les premiers mois après l'arrivée. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, tu vois, c'est toutes ces réalités qu'on nous cache. C'est vraiment important de le savoir. Donc s'autoriser, et j'allais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. On a parlé d'être survivant, d'avoir cette force de se laisser traverser, en fait, mais pas écraser. Moi, je trouve que c'est aussi important que ce mythe du noir fort, qui ressent rien et qui a pas besoin de psy,
Mais en fait, ça vient de la colonisation. Hein, donc, je trouve que je place ça là. Après, je laisse les gens en arriver aux conclusions qu'ils veulent. Mais moi aussi, parce que moi, j'avais aussi beaucoup cette injonction à être fort, beaucoup plus jeune, hein, parce qu'après, j'ai fait des études de psycho et je me suis dit, la faiblesse, c'est bien. Non, mais c'est cool aussi de s'autoriser à être fragile. C'est cool, hein, franchement. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, s'autoriser à être fragile avec les gens de confiance et qu'on aime, c'est vraiment génial. Et en tout cas, vulnérable. Peut-être pas fragile, c'est pas le mot, vulnérable, plus précisément. Mais du coup, quand on comprend ça, s'autoriser, parce que moi, c'est ce que je dis aussi souvent à mes patients, et littéralement, j'y viens parce que je pense, et je l'ai vu aujourd'hui, un patient noir. Et en fait, après des mois où ça avançait pas, et là, il m'a enfin dit, mais en fait, je me suis toujours dit que j'étais obligée d'être fort et que je devais en faire 2 fois plus que les autres. Et je lui demande pourquoi, d'où ça vient. Puis il me dit, des trucs. Je lui dis, c'est pas parce que, je lui dis que moi je suis cash, hein. Je lui dis, mais c'est pas parce que vous êtes noir aussi. Je lui ai pas dit en rigolant, mais je lui ai dit, c'est pas aussi. Et là, en fait, c'est pour ça que c'est aussi important parfois quand même d'avoir un psy racisé qui peut comprendre ces choses-là, parce que il s'est effondré quand je lui ai dit ça. Bah oui. Et il m'a dit, en fait, c'est aussi parce que je suis un homme noir, donc oui, je dois en faire plus que les autres, oui, je dois être fort tout le temps, parce que, et je dis, en fait, c'est faux. Et justement, pourquoi on disait qu'ils étaient forts? Parce qu'on voulait leur retirer leur humanité. Et en fait, l'humain, il est vulnérable. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir. Et on est des humains, si on avait besoin d'encore une preuve. Donc, moi, ça, c'est une phrase que je dis aussi souvent. Je fais, vous êtes humain. Donc, vous êtes vulnérable et on n'est pas fort tout le temps. Non. Et même Jésus est mort sur une croix. Enfin, je pose ça là aussi. En termes de vulnérabilité, il y a pas plus. Enfin, j'estime. Non, mais c'est clair. Donc voilà, s'autoriser à être vulnérable. Je dirais ça aussi. Donc, accepter les émotions, s'autoriser à être vulnérable, et aussi bien en tant que, encore une fois, individuellement, mais aussi en tant que communauté. Pleurer ensemble. C'est pour ça que je disais, ça peut être aussi créer des cérémonies, se autoriser à pleurer sur nos morts et ne pas juste dire on oublie, allez hop, c'est du passé. Mais il y a beaucoup de gens, il y a tellement de gens. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai l'habitude de l'entendre, ce discours. Et qui même, tu vois, là, je vais rejoindre la partie religieuse, qui vont dire oui, mais ok, maintenant qu'on est dans la foi, dans la religion, en fait, c'est comme si Dieu efface tout, littéralement. Mais en fait, non, notre histoire, elle nous suit partout. Ok, elle a pas le dessus sur nous, en général. Elle nous influence quand même un peu. Mais je trouve que c'est dangereux de se dire, maintenant que je suis une nouvelle personne, parce que je suis rentrée dans une pratique religieuse, où j'ai choisi telle foi, tout le passé ne compte pas, ou bien ça a été effacé. Enfin, Mais, tu sais, moi, j'ai une image là de la vulnérabilité, c'est aussi Marie. Parce que je crois pas que dans la Bible ce soit écrit que Dieu il dit à Marie sois forte et arrête de pleurer. Non mais tu vois, quand il lui a annoncé Jésus ou quand elle a perdu son fils. Quand elle a perdu son fils. Tu vois, donc du coup je trouve que ça nous montre bien Dieu il accepte la vulnérabilité, qu'on soit traversé par des émotions et ça fait partie de la vie. Très bien vu ça. Parce que j'ai l'image de Marie en pleurs, donc est-ce qu'elle a été représentée sur certains tableaux? Mais certainement, enfin, qui ne pleure pas quand on est parent et qu'on perd son gamin, c'est quand même une douleur particulière. Enfin, c'est ça. Bon, on a dit qu'on finit sur une note positive. Et je crois que tu voulais que je te dise pour les enfants, parce que j'ai 2-3 choses pour moi qui sont vraiment importantes. Et que surtout que sont importantes pour moi à dire. Beaucoup de parents veulent protéger leurs enfants et ça on comprend et du coup ils veulent pas leur parler du racisme. Tout à fait. Et en fait c'est extrêmement important de parler du racisme aux enfants avec des mots adaptés, mais parce qu'en fait ils vont en vivre. Et en fait si ils vivent leur première expérience sans qu'il y ait eu des mots, ils vont le cacher. Et ça, pareil, ça, il y a beaucoup de récits, mais moi aussi, je l'ai beaucoup vu dans ma clinique, qu'en fait, les premières expériences racistes des personnes, elles les vivent seules, désemparées, enfants, elles comprennent pas. Et en fait, elles restent seules avec ça. Moi-même, ça m'est arrivé, je ne sais pas si toi, t'as eu la conversation. Mes parents, ça n'existe pas, voilà.
Non, j'ai compris mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une conversation frontale dessus. Et sauf que j'avais 6 ans et j'étais comment les squares là où il y a les jeux et tout, et je jouais. Ouais. Et là, il y a 3 garçons qui sont arrivés et qui se sont mis autour de moi et qui m'ont secoué un peu et qui m'ont dit le singe. Et ben en fait, je suis restée des années avec ce trauma, avec que c'était un trauma, toute seule, parce que comme on n'en parlait pas dans la famille, tu sens que c'est un truc qu'il faut pas aborder. En fait, ça met un silence autour, et on en revient. En fait, on garde tout, on enterre tout, etc. Donc, préparer les enfants, leur dire que sache que aux yeux de la société, ça peut être dit avec des mots très sympas. Aux yeux de la société, tu es noir. Ça veut pas dire grand-chose, mais pour des gens, c'est important. Et pour des gens, ils croient à tort que parce que t'es noir, tu vas être moins bien. Mais j'ai envie que tu saches que papa et maman, ils te disent c'est pas vrai. Et même si quelqu'un te dit ça, c'est pas vrai. C'est juste dire ça. Mais du coup, si ça arrive pas, tant mieux. Il dirait juste pourquoi il me parle de ça, maman, elle est bizarre. Et si ça arrive, par contre, ça veut dire qu'il sera préparé, mais au-delà de ça, il va oser vous en parler. Ouais. Et du coup, vous pourrez aussi parler de ça avec lui. Alors après, parfois, c'est un peu dur parce que, en fait, les parents, ils ont tellement aussi mis sous le tapis toutes ces violences racistes qu'en fait, c'est trop dur. Ouais. Si c'est vraiment trop dur, peut-être justement soi-même trouver un espace où on arrive à en parler. Donc chez sa psy, avec une amie, enfin qu'importe, il y a pas que le psy, mais et si c'est vraiment trop dur, peut-être trouver quelqu'un d'autre qui peut en parler avec l'enfant. Appeler les parents, les marraines. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Ils savent. Faut pas qu'ils servent à rien. Pas juste pour les cadeaux. Donc voilà. C'est en tout cas préparer l'enfant à l'éventualité, parce que en vrai, la vérité, je disais, avec un peu de chance, si ça pourrait que ça arrive pas, mais on sait très bien que tôt ou tard, parfois ce sera à l'adolescence, il va être préservé jusqu'à l'adolescence, mais tôt ou tard, ça va arriver. Et donc du coup, faut le préparer pour qu'il sache qu'il est pas seul. Ouais. Et que surtout qu'il peut en parler. Ça c'est la première chose importante. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on disait, lui donner plein des figures d'identification, on appelle ça en psychologie. Donc lui acheter des livres. Heureusement, il y en a de plus en plus qui se font. Ouais, tout à fait. Des livres avec des personnages qu'il représente, lui faire regarder des films, des dessins animés, lui faire voir des pharmaciens noirs. Non, mais c'est bête, mais en vrai, elle a eu raison. Et si on peut l'envoyer dans des endroits où il est pas en minorité, etc., etc. En fait, lui faire sentir qu'il est bien comme il est, l'enfant. Oui. Et qu'il a pas besoin de devenir cette norme blanche qu'on nous fait croire qu'il a besoin de devenir. Donc mettre des mots sur tout ça pour qu'il reste pas seul avec ça et qu'il interprète pas seul tout ça, parce que malheureusement les messages de la société sont tellement nuls sinon il y a un grand risque qu'il les intériorise. Et alors bien sûr, toi et moi, regarde, on a fait ce travail, tu vois, mais si on peut l'aider à le faire plus rapidement, absolument, et s'éviter des années de sentiments d'infériorité, on le prend, non? Ouais, et d'aliénation, hein, ça. Mais c'est exactement ça. Ce que Fanon raconte mais bien sûr, c'est clairement de l'aliénation. Et on l'a tous. C'est pour ça que je disais de la condition noire. On l'a vécu. Et malheureusement, il y en a qui restent même dedans. Mais en tout cas, on comprend. C'est-à-dire quand on, j'ai une petite anecdote encore. Désolée, mais c'est très bien. J'étais à un mariage. Et là, une personne blanche dit oui, elle parle d'une personne, puis il dit il est black. Donc là, je me suis dit, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai l'énergie ou pas, recharge raciale? Est-ce que j'ai l'énergie de défendre finalement quelque chose et tout? Et là, je lui dis, je me dis, allez, vas-y, j'ai la force, j'y vais. J'aurais mieux fait de dire, non, j'ai pas la force, mais j'y vais. Et donc, je lui dis, tu sais, et je me suis dit, je vais pas rentrer sur je lui dis, je vais centrer sur moi. J'aurais pu faire des grands. Je lui ai dit juste, tu sais, ça me blesse quand tu dis black. Je me suis dit, en vrai, il y a pas de bingo, hein. Comment ça? Littéralement, première réponse, je suis pas raciste. C'est fou. Ah mais vraiment, j'étais là, j'aurais dû filmer cette scène. Cas d'école. Donc, je suis pas raciste. Là, moi j'ai quand même, tu vois, et c'est là que tu vas t'aider trop loin. J'ai quand même eu un peu les mains moites et qui tremblent à ce moment-là, parce que ça m'a ramené à plein d'événements. Parce que comme souvent maintenant, je me mets dans des espaces protégés où il y a plus ça, ou alors
je rentre plus maintenant. Justement, je refuse la charge raciale. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez. Bon, bref. Et du coup, toutes ces situations, je me suis dit, ah, mais oui, pourquoi j'avais dit que non, j'aurais pas dû y aller. Mais bon, on est parti. Et là, elle me dit, oui, et là, elle me sort, oui, mais moi, je veux pas dire, noir. Alors, je lui dis, pourquoi tu veux pas dire noir, justement? Elle me dit, oui, mais parce que, je lui dis, en fait, si tu dis black, ça veut dire que noir, ça te met mal à l'aise parce que noir, tu l'associes à des choses négatives, mais en fait, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Donc, elle dit oui, mais je suis pas sûre, je dois dire quoi, noir ou black? Là, franchement, je lui dis, je viens de te dire, faut dire. Oui. Je viens littéralement de te le dire. Et donc là, elle me dit oui, mais c'est juste que moi, j'aime pas définir quelqu'un par sa couleur de peau. Alors là, je lui dis, bon, dans ma tête, là, j'ai commencé, je tremblais plus du tout. Là, je fais, ok, elle est de la mauvaise foi. Mais véridique, c'est ce qui s'est passé. Là, je lui dis, mais en fait, en disant black, tu le définis aussi par sa couleur de peau. Parler de la couleur de ses yeux, peut-être. Et donc là, elle me dit, et là, alors là, la botte. Non, mais j'ai un ami. Et donc, elle me sort, oui, truc, parce que je vais pas dire son nom, on sait jamais. Lui, il dit black. Ouais, sauf que moi je connais un petit peu l'histoire de ce monsieur, c'est pour ça que je ne cite pas aussi son nom, adopté, noir dans une famille blanche. Et je sais aussi malheureusement parce que pour avoir dû très aliéné. Oui. Voilà, et ça c'est un autre débat voilà. Mais et du coup sauf que je lui ai dit mais tu sais sache que je pense qu'il le dit parce que lui aussi il a intériorisé toutes ces images négatives. Et là, elle m'a dit mais non, je te permets pas de le juger, tu ne le connais pas et tout. Et là, en fait, je me suis dit dans ma tête, de toute façon, j'ai arrêté. Je me suis dit en plus, je vais pas lui vendre ce qui vit cette personne. J'allais encore dire son nom, mais non, je vais réussir à pas dire son nom. Très bien. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est la même chose. Moi, en fait, j'ai vécu ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'on a vécu cette intériorisation. Donc, on sait, et comme un ami quand elle disait, je sais pourquoi que t'as des pensées racistes, parce que je les ai aussi intériorisées. Et on la devine, cette aliénation, quand des personnes blanches peuvent pas la deviner, justement. Oui. Elle voit juste, oui, mais comme lui dit ça, je peux dire ça. Oui, mais, et en même temps, je comprends aussi qu'elle la comprenne pas, mais voilà, il y a cette intuition qu'on a aussi et il faut qu'on s'autorise juste à en parler. Et quand je fais souvent des conférences, parce que maintenant j'ai fait plusieurs interventions et tout, littéralement chaque fois, il y a quelqu'un qui vient me voir bleu, mais à chaque fois, c'est devenu, je sais, maintenant je l'attends. Quelqu'un qui me dit, moi en fait, petit, j'étais un peu raciste, je voulais pas. Et en fait, c'est des personnes noires ou arabes, j'ai déjà eu. Et à chaque fois, je leur dis, vous inquiétez pas, moi aussi. Et ça, parce qu'on est tous passés par là. Donc, en fait, c'est parler aux enfants pour que on leur évite ce passage-là qui est quand même pas très cool. Tout à fait. Et puis, plus vite on s'en sort, franchement, on va beaucoup mieux quand on s'est sorti de ça. Et je pense aussi, ça me vient là maintenant, pour les enfants, leur donner une fierté bien placée sur leur héritage, exactement. En fait, tout simplement. Parce que je trouve qu'il y a une très forte entreprise de toujours par rapport à cette histoire de normes et de la norme c'est l'histoire de l'Europe. Donc tout ce qui sort de ça, c'est gadgets, c'est détails de l'histoire, mais quand même il y a plein d'autres histoires non eurocentrées qui sont intéressantes et dont les uns et les autres on peut être fiers. Mais c'est exactement ça. Après il y a des trucs moches aussi partout, mais le côté donner de la fierté à vos enfants, booster leur estime d'eux-mêmes, qu'ils aiment la tête qu'ils ont, les jeux qu'ils ont, patati patata. C'est ça. C'est important. Les gens se rendent pas compte, c'est tellement important. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je disais aussi, c'est ça, aller à des conférences, aller à des expos, qui sont faites par des personnes qui ressemblent à vos enfants, et que du coup, qui trouvent ça ennuyant ou pas, mais ils se diront, les trucs chiants, ennuyeux, ça peut être aussi pour nous. Qu'ils y veulent ou pas, mais en fait que ça reste une option. Ouais. Et que ce soit pas juste, parce que malheureusement les études l'ont montré, ce soit pas juste, le seul moyen pour m'en sortir et avoir de l'argent, c'est soit être footballeur, soit être rappeur. Ouais. En fait, non, ils peuvent aussi être professeurs d'université, ils peuvent être aussi médecins. Après, s'ils veulent finalement être footballeurs, mais qu'ils sachent que c'est parmi plein d'options, ok, mais pas que ce soit juste parce que il y a que ça pour moi. Très bien. Cassandre, merci beaucoup pour tout le temps qu'on a passé là. C'est génial. Merci vraiment. Merci à toi. J'ai une dernière question et après tu peux aller te coucher si tu veux ou boire du rhum. Faut pas dire mes secrets. Non, on n'est pas alcoolique dans ce podcast.
Dernière question. On a commencé I have a dream. Maintenant, c'est Cassandre has a dream. Toi, quel est ton rêve par rapport à tout ce qu'on a partagé, là, à la lumière de tout ce qu'on a pu évoquer? C'est quoi ton rêve pour la société, voire pour l'Église? Alors, comme c'est un rêve, j'ai le droit à tout ce que je veux. Absolument. Et en vrai, je le sais. Et je me suis souvent dit ça. Et je sais très bien que c'est pas le travail d'une personne, donc ce sera pas moi toute seule qui pourrait le faire. Mais je sais qu'en tout cas, mon travail est aussi porté dans cette direction, avec ce rêve-là. Donc, je pense que ça porte, même si j'y arriverai pas toute seule. Donc, regêner la bataille. Mais mon rêve, vraiment, ce serait justement qu'il n'y ait plus jamais aucun petit garçon noir ou petite fille noire, aucune petite fille noire et aucun petit garçon noir qui se sentent inférieurs parce que noirs. C'est mon rêve. Si un jour on arrive à ça, moi je peux mourir tranquille. En tout cas, je suis sereine pour l'avenir. Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup. Et est-ce que ta thèse va sortir dans quelques mois? Ouais. Bon, selon la date de publication de l'épisode, peut-être qu'on mettra la référence. Ouais, avec plaisir. Est-ce que t'as écrit des bouquins? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour te soutenir dans ton travail? Alors moi je suis pas comme ça parce qu'il y en a ils diffusent pas la thèse parce qu'ils disent oui mais il y aura le livre. Moi je vais faire les deux. C'est-à-dire qu'il y aura un livre qui sera un peu différent, qui reprendra les théories de la thèse mais où j'enlèverai les parties très universitaires, très théoriques qui m'ont saoulé que j'ai fait parce qu'il faut faire c'est un exercice qui sont intéressantes parce que pour la réflexion etc. Mais je voudrais vraiment garder plus l'essence autour de ce rêve aussi de ces questions-là qu'on se réapproprie les choses, qu'on se sorte de nos difficultés, de ces choses qui se répètent. Donc il y aura un livre derrière. Ce sera après la thèse, ce sera mais la thèse je la diffuserai, elle sera gratuite, accessible et pour ceux qui veulent acheter le livre quand il sortira. Super. Merci Cassandre. Merci. Et pour les auditeurs, écoutez, donnez-nous des nouvelles après avoir écouté tout ça. Ah oui. Écrivez-nous sur Instagram, par mail, etc. Tout est dans les notes. Et d'ici la prochaine, continuez à rêver. C'était la deuxième partie de mon épisode avec Cassandre Surino. Merci beaucoup Cassandre pour ta pédagogie. Merci de nous avoir informés, de nous avoir encore une fois défiés. Et merci pour toutes les propositions que tu nous as faites pour nous emmener vers la guérison et pour qu'on y aille chacun à son rythme. Merci Cassandre, enfin, pour le temps que tu m'as consacré en pleine rédaction de ta thèse. Je souhaite que ton rêve, que tu évoques en fin d'épisode, puisse se réaliser pour les enfants un jour. Si cet épisode vous a interpellé, je vous encourage à le partager avec une personne avec qui vous pourriez en discuter. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire rayonner le projet encore plus sur ces plateformes. Vous pouvez m'écrire pour me partager vos retours ou me faire des suggestions d'invités à josianehasAdream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actu du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram @IHaveADream_podcast et à me lire sur Substack où je partage de temps en temps quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode, toutes les ressources évoquées par Cassandre dans les notes de l'épisode également. Je remercie Héloïse Basselet et Laurent Bazard pour l'habillage du podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt sur I Have a Dream.